Salut, c'est Angèle et vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Angèle? Ça va, merci. T'as sorti ton premier album Brûle quand t'avais 22 ans. Ça a été un énorme succès. Et aujourd'hui, tu sors ton deuxième album qui s'appelle 95. Ouais. C'est beaucoup plus personnel que le premier. T'as varié les inspirations musicales. Tu parles d'amour, tu parles d'angoisse, tu parles de violences faites aux femmes, tu parles aussi de la perte d'un proche. Mais en l'écoutant, moi, je me suis dit que ce qui ressortait le plus, c'était la notion de liberté. Tout à fait. Donc, ma première question, c'est ça. Est-ce que tu te sens plus libre qu'avant? Ouais, je me sens beaucoup plus libre qu'avant. Et je crois que je le dois au fait de grandir. Que je pense que quand on grandit, on trouve le chemin pour s'émanciper. Et je me sens beaucoup plus libre de mes choix, de mes décisions, même si j'ai encore un tas d'injonctions que je me mets moi-même. Mais quand même, ouais, globalement, oui. C'est dans quel moment que tu te sens le plus libre? Ça dépend. Il y a des moments où je me sens très, très libre dans le cadre de mon travail. Donc, c'est plutôt sur scène. Et je dirais un studio. Je crois que le studio, c'est vraiment une sorte de safe zone pour moi, où je me pose pas trop de questions et où je suis vraiment dans une idée de création, toujours avec Tristan, qui est devenu mon meilleur ami, en fait, et qui est un peu quelqu'un sur qui je peux compter, avec qui on peut avoir des discussions. C'est vraiment un endroit, je pense que ça a été même presque un endroit un peu thérapeutique pour tous les deux, en tout cas pour moi. Après, je me sens très libre sur scène. Ça dépend les moments, mais il y a des moments, parfois, des instants comme ça, un peu magiques. Mais globalement, je pense que là où je me sens le plus libre, c'est quand je suis seule, en fait. Quand je suis vraiment toute seule. Donc, soit quand t'es entourée sur scène de plein de gens, Ouais. soit quand t'es absolument toute seule. Après, j'avoue que faudrait penser les moments où je me sens pas libre, parce que les moments où je me sens libre, en fait, c'est globalement tout le temps. Il y a une grosse différence, du coup, entre Brôle et 95. Ouais. Parce que justement, Brôle, tu parlais beaucoup du fait que tu t'étais perdue, que tu savais plus qui t'étais. Et là, toute la réflexion, c'est de revenir vers quelque chose de plus authentique. Et en général, quand on est perdu, on se rappelle de là où on vient. Et toi, c'est exactement ce que tu as fait. Exactement. On écoute Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué. Comment tu l'as travaillé, cet album? Par étapes. Il y a l'étape d'écrire une chanson. Ça peut arriver un peu n'importe où. Il y en a eu qui étaient faites pendant la tournée, donc même dans le tourbus, je dirais. La plupart, c'est chez moi. Ensuite, il y a l'étape de l'envoyer à Tristan. S'il me répond direct, c'est qu'il y a un truc. S'il répond pas trop, je peux oublier. Donc ça, il y en a eu plein, des trucs comme ça, surtout pendant les confinements où on se voyait pas et je lui envoyais des trucs tous les jours. Et il réagissait à 1 fois sur 5. Mais par exemple, je me souviens que quand je lui ai envoyé Bruxelles, il m'a répondu tout de suite avec des flammes et tout. Il y a des chansons que je lui ai envoyées qui n'ont pas trop eu de succès tout de suite. Et c'est ça que j'aime bien avec Tristan, c'est que je peux lui faire confiance là-dessus, en fait. Et je sais que moi, j'envoie plein de trucs, je fais pas le tri. Et puis ensuite, c'est après qu'on travaille ensemble et qu'on réfléchit à qu'est-ce qu'on a envie d'avancer, quelles sont les chansons qui ont un potentiel et qu'on a envie de travailler, quoi. C'était pendant que tu travaillais sur cet album que tu as fait Fever avec Dua Lipa? Ouais, je faisais l'album, mais c'était le tout début. Et est-ce que le fait de travailler avec elle, c'est pas la même chose? L'industrie avec Dua Lipa, c'est un autre délire, c'est limite un autre travail. Est-ce que ça t'a inspiré dans ta façon de créer l'album, justement? En fait, j'ai pas tellement vu ça comme un autre travail. Justement, j'avais une idée de Dua Lipa comme étant un projet qui était tellement énorme et qui était tellement plus loin que moi, entre guillemets, que j'imaginais qu'on n'allait pas se retrouver. Et en fait, on fait vraiment le même métier. On n'a pas le même style musical, on n'est pas les mêmes, mais globalement, ça se ressemble très fort, en fait, la façon dont on travaille. Et le nombre de choses qu'on fait pour notre métier, on s'est rejoint sur plein de choses, en fait. Donc, c'était assez cool pour moi d'observer, parce que j'étais vraiment en observation. J'avais l'impression d'être une stagiaire qui venait un peu observer, je prenais notes. Et ça nous a pas mal rassurés dans mon équipe, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, les erreurs qu'on faisait, en fait, même chez Dua Lipa, c'était possible que ça arrive aussi, que tout ce qu'on avait mis en place pour que, pour mieux travailler, des sortes de méthodes de travail, en fait, c'était des choses qui se faisaient aussi dans le projet. Et je crois que ça a été une chouette rencontre aussi, en dehors de la rencontre humaine, évidemment, ça a été génial, mais même d'un point de vue pro, moi, ça m'a rassurée sur plein de choses, en fait. Sur quoi, par exemple? Moi aussi, sur le fait que
moi j'ai toujours voulu, enfin je me suis toujours accrochée au fait de rester très humaine, mais en faisant un métier qui parfois est un peu déshumanisant par plein d'aspects et qui parfois permet pas de se montrer vulnérable et tout ça. Et en fait, je me rendais compte que elle, en fait, ça reste un être humain et qu'elle reste très authentique. Et malgré tout, elle a encore la tête complètement sur les épaules. Elle n'est pas du tout star, un peu comme on pourrait imaginer. Et ça, c'était chouette à observer. Et il y a plein de gens que je connais ou que je connais de loin qui ont l'air plutôt abîmés par ce métier. Et là où elle, pas du tout. Mais c'est un sujet dont tu parles un peu dans ton album, ou en tout cas, on voit qu'il y a une envie d'authenticité. Cet aspect-là, il a été important dans l'album parce que je crois qu'il y était dans le premier, mais plus caché. Et puis j'étais plus jeune aussi, donc je m'exprimais différemment. Mais le fait de rester très, de parler de ma vulnérabilité, de parler de mes failles, de parler de mes angoisses, et puis de parler des choses très très personnelles finalement, c'était une façon pour moi d'aussi m'ancrer en fait, et justement de pas me dire que le succès que j'avais vécu déjà, il n'est pas acquis et ça veut rien dire pour la suite. Mais surtout, moi je fais de la musique pour ça en fait, pour pouvoir avoir un exutoire et pour me libérer. Et c'est comme ça que moi je me sens bien après, c'est en étant authentique et honnête, quoi. En tout cas, tu parles d'amour dans les deux albums. Ouais. Mais dans celui-là, tu en parles d'une façon totalement différente. Ouais. Qui est très intéressante, que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le morceau solo, où tu dis les relations m'ont abîmée et d'autres m'ont rendue très heureuse, mais malgré tout c'est décidé, plus jamais je tombe amoureuse. Alors que dans Ta Reine, c'est faux, c'est ce que tu dis aussi. C'est complètement faux. À chaque fois on se dit plus jamais, puis en fait Oui. ça arrive. Dans Ta Reine, tu dis je crois aux histoires auxquelles les autres ne croient pas encore. C'est plus la même vision de l'amour, c'est une vision peut-être un peu plus réfléchie, peut-être. En fait, le fait de dire plus jamais je ne tombe amoureuse en finissant ce premier couplet, c'est on ne peut plus sarcastique évidemment, parce que je me souhaite de retomber amoureuse et je souhaite à tout le monde de tomber amoureux parce que c'est merveilleux. Ce que je ne me souhaite pas, c'est de m'enfermer dans des relations toxiques ou dans des relations d'emprise ou dans des situations où on se sent coincé. Et ça, je pense que c'est aussi une réflexion que je me fais en grandissant. Je crois que j'atteins un âge où 25 ans, c'est le moment où on est entre 20 et 30, en gros. Et à 20 ans, on se sent encore adolescent. On se dit qu'on a la vie devant nous pour faire des choix. Et à 30 ans, en vrai, c'est un peu la même chose. On est censé être encore adolescent, on a la vie devant soi. Mais à 30 ans, il y a un peu ce truc social, de société, c'est bien de se poser. Si on veut faire des enfants, c'est le moment. Après, ce sera trop tard. Enfin, il y a toute une pression. Et je trouve que 25, c'est là où on se pose vraiment des questions. Et moi, j'ai des amis qui commencent à avoir des enfants, qui se marient, qui s'installent, et d'autres qui sont encore aux études, et d'autres qui ne se sont pas encore trouvés. Et je trouve que c'est vraiment un âge, on est dans un tournant, en fait. Et l'amour, ça se pose parce que c'est quoi tomber amoureux, c'est quoi être en couple, avec qui, et pourquoi se mettre en couple, et sous quelle forme, quoi. C'est toutes ces questions-là. Solo, ça parle de ça, justement. Ouais. Ça parle de... Enfin, on dirait... Moi, la première fois que je l'ai écouté, je me suis dit, OK, l'amour, ça l'a vraiment saoulé. Et en fait, bon, tu dis de façon ironique, oui, effectivement, non, en fait, tu peux pas t'empêcher de retomber amoureuse. Ouais, mais je pourrais... en changeant peut-être un peu les codes. En fait, c'est ça, je pourrais pas me passer de tomber amoureuse, mais par contre, je me passerais bien de relations pourries, comme tout le monde, je crois. Et du coup, c'est ça que ça raconte aussi, mais je me contredis en disant solo, je vais rester solo, c'est fini pour moi. L'air de dire c'est fini, je resterai pas solo. Enfin, il y a toute une histoire où je parle un peu de tout ça aussi et des contradictions qu'on peut avoir, mais d'une façon d'aimer aussi. Qu'est-ce que c'est aimer, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons d'aimer aussi? Ton morceau Solo, ça m'a fait penser à un livre de Mona Chollet, Ouais. qui a eu un gros succès à la rentrée, qui a été rupture de stock dans tous les magasins. Comme quoi, c'est un sujet qui intéresse beaucoup. Je pense, ouais. Et qui questionne beaucoup. Et j'aimerais bien te faire lire un passage. Nous avons besoin de redonner du jeu à notre façon d'envisager l'amour, de lui réinsuffler de la vie, en pulvérisant à la fois le carcan bourgeois du parcours obligé et celui tout aussi convenu et limitant de la pression destructrice. Nous avons besoin à la fois d'un peu plus d'audace et d'un peu moins de complaisance dans les postures
neurasthénique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, neurasthénique. Ça, c'est le mot un peu chiant. Ça veut dire, dans les postures d'endormissement, on reste soit justement dans ce schéma de l'amour passionnel, soit dans ce schéma qu'on appelle bourgeois, où on est en couple pour la stabilité, faire des enfants. La procréation. Voilà. Ces deux propositions de l'amour et ces deux visions de l'amour, toi, tu essaies d'en trouver une entre tout ça et qui ressemble peut-être pas à ces deux-là. En fait, justement, moi, je pense pas qu'il y a une proposition. Je pense qu'il y a autant de propositions que d'histoires. Et je crois qu'il y a autant d'inventions, de relations que d'êtres humains même. Donc, je crois que, en fait, le tout, c'est de se sentir libre aussi. C'est que, justement, la notion de liberté, elle est encore très importante dans cette chanson et dans cette réflexion parce que le couple et tout ce que ça implique est fait plein d'injonctions. Et en fait, de se poser la question de ce que j'ai envie, pourquoi je le fais, quelle est ma quête. Et en fait, il y a plein de gens qui rêvent de se mettre en couple pour faire des enfants et pour fonder une famille, ce que je trouve très beau. Mais moi, je me suis rendu compte finalement que c'était... Quand j'étais enfant, j'avais des poupées dans des berceaux et je les berçais et je leur donnais le biberon. Et même à un moment, il y avait une poupée qui faisait caca. Enfin, je veux dire, attention, une poupée qui faisait caca, une poupée chieuse. Et c'était tout à fait OK d'avoir ça comme jouet à l'enfance. Et après, en grandissant, je me suis dit, bah oui, moi je veux des enfants. Et avec la situation dans laquelle on est et la tournure que prend notre monde, bah je me pose les questions. Est-ce que j'ai vraiment envie d'enfants ? Peut-être que oui, mais peut-être que non. Et de m'ouvrir cette possibilité-là, déjà, ça a été une révolution dans ma tête parce que je me suis dit, bah peut-être que avoir des enfants, c'est pas ma finalité, quoi. Peut-être que c'est pas parce qu'on m'a donné des poupées quand j'étais petite que je suis faite pour ça et que je suis au monde pour procréer. Et le jour où j'aurai un enfant, si j'en ai, c'est que ce sera un choix et je serai très heureuse et c'est que je serai avec quelqu'un que j'aime. Mais finalement, je ne vais pas faire la recherche de quelqu'un pour avoir des enfants. Il y a un artiste que tu as invité sur ton album qui parle aussi beaucoup d'amour. Ouais. C'est Damso. Le morceau que vous avez fait ensemble, il s'appelle Démon. Ouais. Comment vous avez décidé de collaborer ensemble avec Damso ? En fait, c'est pas la première fois qu'on collabore ensemble. On s'est rencontrés en 2017 à l'occasion de ses premières parties que j'effectuais. Et puis on s'est retrouvés sur son album avec un morceau qui s'appelait Silence. On sourit pour ne pas pleurer, on s'oublie pour ne plus s'aimer. Cherche la perfection pour fuir la réalité. Le vrai problème c'est qu'à chaque fois c'est le même problème. Chatouille de bijoux empoisonnés, en train de bisous empoisonnés. Recette d'un je t'aime qui n'a pas oublié. Et puis j'ai trouvé que c'était à mon tour de l'inviter sur mon album. En fait, Démon, ça parle de mes angoisses intérieures et extérieures, c'est-à-dire de mes démons, effectivement mes cauchemars, mes idées noires et les pensées qui peuvent venir me perturber, mais aussi celles qui sont extérieures. Et ça peut être tout, mais ça peut être tout ce qui n'est pas de mon ressort, quoi. Tout ce sur quoi j'ai aucun pouvoir, si ce n'est que d'essayer de rester loin. Je sais pas si on me suit. Et en fait, j'ai fait appel à Damso parce que je le voyais très bien sur une chanson comme ça et que j'aimais bien l'idée de pouvoir parler de démons avec lui. Et ça s'est fait très naturellement parce qu'effectivement, c'est un artiste qui m'a soutenue dès le début. Et on est très amis. Il était à Bruxelles, il était de passage à l'ICP, ça s'est fait très naturellement. Et j'aime beaucoup comment moi j'analyse son texte. C'est comme si il parlait du fait que tuer ses démons, c'est aussi à travers la musique qu'il le fait. Et il dit qu'il est auteur, compositeur et rappeur. Et c'est vrai que moi, en fait, je me rends compte que d'être chanteuse, autrice, compositrice, c'est aussi ça qui me permet de tuer mes démons. Et je trouve que c'est une belle conclusion, en fait, de dire que les démons, en fait, on les tue en faisant ce qu'on aime et en s'émancipant, en étant en étant heureux dans ses choix, quoi. Moi, les featuring, c'est quelque chose que je trouve que c'est difficile et il y a plein d'artistes avec lesquels j'aimerais collaborer, mais je pense pas que je le ferai avec toutes et tous, parce que il faut que le moment arrive, il faut avoir le texte, il faut qu'il y ait une histoire aussi. Et là, avec Damso, ça me paraissait hyper évident parce qu'on se connaît et parce que justement, ce truc commun qu'on a, c'est de faire de la musique et que ça soit un exutoire, en fait. Tu disais que tes démons, t'arrivais à les canaliser aussi avec la musique. Ouais. Et avec la scène, avec la création. Mais est-ce que parfois, c'est pas tout ça aussi qui t'en crée, des démons ? Bah ouais, c'est sûr qu'il y a une sorte de cercle vicieux là-dedans, mais il y a aussi un cercle vertueux parce que c'est aussi ma vision des choses. Avant, quand
quand je comprenais pas trop ce qui m'arrivait et que j'ai un peu eu ce tsunami d'informations qui m'est arrivé dessus, bah, j'étais pas toujours en mesure de prendre du plaisir. Et ça, quand il y a eu des périodes plus creuses avec des confinements et des choses du genre, je me suis rendu compte que c'était une chance en fait que j'avais de faire ce métier et que ça pouvait pas être tout le temps facile, ça pouvait pas être tout le temps joyeux. Et c'est ce qui fait aussi un travail et c'est ce qui fait aussi la vie. Et donc je me suis vraiment questionnée sur les limites que je pouvais poser pour ne plus avoir à subir quoi. Et pour prendre du plaisir dans ce que je faisais parce que mon métier c'est un métier, ok moi c'est un exutoire et c'est un peu thérapeutique. Mais si ça fonctionne, c'est parce que les gens, ça les divertit. Et parce que les gens, ils ont besoin d'écouter de la musique, ils ont besoin d'écouter différents artistes. Et j'ai la chance d'en faire partie. Et donc, j'ai vu ça comme un peu un truc en me disant, en fait, c'est à moi aussi d'y trouver les bonnes choses. C'est à moi de faire les bons choix dans ma façon de travailler, en fait. Et quand tu as des angoisses, alors du coup, je sais pas si c'est le terme exact, mais quand tu as tes démons justement qui reviennent, qu'est-ce que tu fais généralement pour les calmer? Quand j'ai des démons qui reviennent, déjà j'en parle, contrairement à avant. Et puis j'écris. Ça a toujours bien fonctionné pour moi d'écrire. J'ai toujours écrit dans des carnets quand j'étais plus jeune, sur mon ordi, dans des textes, enfin n'importe où. Mais écrire en fait quelque part et poser sur du papier les instants où je me sens un peu dépassée par les choses, mais pas forcément que par mon métier, hein, parce que il n'y a pas que ça, mais aussi, écrire. Est-ce que quand t'es pas bien, tu regardes des photos de chiens? Parce que quand je suis pas bien, je regarde mon chien. C'est encore mieux que les photos. Pépette, qui est incroyable. Ouais, merci. Franchement, elle me choque tellement, elle est mignonne. Ouais, vraiment, c'est fou. C'est pas possible. Elle est vraiment archi mignonne. Donc ce que je te propose, Angèle, c'est qu'on regarde des photos de chiens Ok, et qu'on essaie de deviner comment ils pourraient s'appeler. leur prénom. Ok. Ok, alors le premier. Ah, lui, il s'appelle Pipou. Pipou? Ok, Je sais chou, pas qui ça va. c'est, mais Pipou. Le deuxième, Hmm. il pourrait s'appeler Bernard, lui. Bernard. Son surnom, ce Bernard serait Bébé. Ok, Bernard. Oh, mais ça, c'est un petit phoque. Mais il s'appelle Phoque. Ah, lui, il fait peur un peu. Il est pas en forme. Tu l'appellerais comment? Je l'appellerais Pipoun. Non, il s'appelle Pipoun. Je sais pas. T'as envie d'appeler tous les chiens Pipou? Jean. Pipou. Jean? Ok. Jean. Ah, elles sont partout. C'est pas Pardon, cool. Angèle. C'est ma phobie. Je voulais juste te prévenir qu'il y avait un piège. Ok, on enlève. Mais tu trouves pas qu'elle est mignonne quand même? Ah, non, ça me Non. dégoûte. C'est ma phobie, les limaces. Ta phobie vénère ou... Ouais. Ah ouais? Ça va mieux, je travaille dessus. Ok. Surtout qu'en Belgique, il y en a énormément parce que les limaces, ça vit dans les endroits humides et froids. Et mais pas trop froids. Donc l'été en Belgique, elles sont partout. Honnêtement, j'ai essayé de te trouver la limace la plus mignonne. Non, mais il n'y a rien à faire. Je sais pas comment gérer ce problème. Mais en fait, le pire, c'est que j'ai un radar, je les vois. Quand je marche avec des gens, je les vois, ça me fait des petits... Oh. Ok, le dernier Alors chien. lui, il s'appelle... Il est trop mignon, lui. Moi, j'aime bien tous les noms en B, P et tout. Ça permet de parler bien fort. En C, peut-être? Coucougne. Oh, c'est presque ça, il s'appelle Couscous. Ah bah, tu vois? C'est le chien de Mouloud. Couscous. Il est trop mignon. You're so cute. Hi. Couscous. Pour revenir à ton album, Angèle, c'est bientôt la fin de l'interview. Il y a un morceau qui s'appelle Profite. Ouais. Et on en parlait au début de l'interview. Ta carrière, elle a commencé super fort. T'es rentrée dans un tourbillon d'un coup. Ouais. Tu t'as pas trop compris ce qui t'arrivait. Qu'est-ce qui t'a manqué dans cette période-là? De quoi t'as pas profité? En fait, j'ai pas profité tout de suite, mais j'ai profité au bout d'un moment quand j'ai écouté le conseil d'un de mes attachés de presse qui m'a dit qu'il fallait que je célèbre. Et je disais, mais je passe ma vie sur scène à célébrer, à faire la fête parce que je profitais des moments de scène. Mais à un moment, profiter d'un concert, finalement... En fait, profite, ça veut un peu rien dire pour moi. C'est ça aussi, la chanson, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire profite? Parce que quand on se dit il faut profiter, on n'est pas en train de profiter parce qu'on est en train de se dire qu'il faut profiter. Et du coup, on oublie de profiter et du coup, on profite plus. Alors, j'ai l'impression que profiter, c'est plus réaliser. C'est plus réaliser ce qu'on fait, pourquoi on le fait, la chance qu'on a et si on est... Enfin, je pense que c'est plus ça, c'est déjà prendre conscience. Parce que profiter en soi, c'est horrible de dire ça, c'est une pression, quoi. Il faut que tu profites. Mais réaliser, c'est une façon de profiter. Et célébrer,
et marquer le coup, je crois. Donc, parce que moi, avant, il se passait des trucs de fou. Ouais, j'ai gagné 2 victoires et en fait, après, j'étais chez moi parce que le lendemain, je partais en tournée et il fallait pas trop que je fasse la fête. Et puis, et en fait, c'est des trucs tout bêtes, mais je me rendais pas compte que parfois, je pouvais m'autoriser en fait à boire une coupe de champagne avec mes amis et marquer le moment et qu'en fait, ça allait pas me fatiguer plus que ça et que ça allait pas gâcher mon concert du lendemain parce que je me mettais aussi, moi, une pression pour être rigoureuse et pour être à la hauteur. Dès le moment où j'ai célébré, en fait, ça m'a donné aussi de l'énergie de prendre de l'amour de mes proches, de mes potes, de ma famille. Et ça, c'est en ça que j'ai profité. C'est quoi qui te rendait le plus heureuse avant le confinement et qu'est-ce qui te rend le plus heureuse aujourd'hui? Avant le confinement, ce qui me rendait le plus heureuse, c'était les concerts. Et le confinement m'a fait réaliser que c'était pas acquis, hein, et qu'un concert, c'est la plus belle chose qui puisse m'arriver parce que c'est partager de l'amour, faire de la musique, danser, enfin c'est tout ce que j'aime en un moment. Mais faute de concert, j'ai dû un peu trouver mon bonheur ailleurs. Et je crois que ce qui me rend le plus heureuse aujourd'hui, c'est plus... ça va être des moments peut-être plus simples, entre guillemets. Ça va être des moments avec mes amis. Je crois que j'ai passé beaucoup de temps avec mes amis et j'ai beaucoup retrouvé mes amis pendant le confinement. Et ça a été très, très bénéfique. D'ailleurs, je les remercie vraiment parce qu'elles m'ont beaucoup aidée en fait, à l'écriture de l'album. Quand il y a beaucoup de chansons que j'ai écrites suite à des discussions, notamment Solo, notamment Tempête, Les mots justes. C'est toutes des chansons que j'ai pu écrire parce que je discutais beaucoup de thématiques avec elles et du coup, je leur dois beaucoup ça en fait. En parallèle de ton album, il y a un projet documentaire qui sort sur Netflix et dedans, tu dis que tu parles de tes nouvelles résolutions qui sont se reposer, faire l'amour, s'écouter et savoir dire non. Ouais. C'est dire non à qui ou à quoi? À soi-même déjà, savoir se mettre des barrières pour pas être tout le temps dans la recherche de plus, savoir pourquoi on fait les choses aussi, se rappeler de pourquoi on est là, enfin les choix qu'on fait, qu'ils soient pour les bonnes raisons entre guillemets, pas dirigés par l'ego, mais plus dirigés par la passion. Enfin c'est des trucs bateaux, hein. Mais en fait c'est comme ça que je pense qu'on peut être ancré et heureux. C'est si on se met des challenges et des goals en fait qui sont atteignables et qui peuvent juste nous permettre d'être heureux et pas nous permettre d'être satisfaits par l'ego. Finalement, avoir de l'ego et la quête de l'ego, elle rend pas vraiment heureux, je pense. T'as l'impression d'avoir retrouvé la vraie Angèle? Ouais. Je pense que je me suis un peu perdue en cours de chemin et c'est normal. Après, je me demande si c'est pas plus une question de personnalité que de métier. Le métier, ça a cristallisé beaucoup de choses et ça a évidemment aggravé des situations qui pouvaient être déjà compliquées. Je crois que je me serais perdue quoi qu'il arrive parce que je suis quelqu'un comme ça et je crois que c'est une question d'âge aussi, je sais pas trop. Mais en tout cas, la conclusion, c'est que je me sens beaucoup plus proche de moi-même et beaucoup plus en phase, en fait. Surtout grâce à ce documentaire, en partie. Grâce à ce documentaire, grâce au fait de l'avoir fait? Ouais, ça a été thérapeutique, ça a été l'occasion de vraiment mettre des choses aussi derrière moi et puis de choisir que des étapes faisaient partie du passé aussi. Et puis vis-à-vis du public, c'était aussi une façon de les remercier aussi pour leur donner accès à ce que j'étais réellement, en fait. Il n'y a pas juste une image de moi sur scène qui brille et qui sourit. Aussi, moi, vulnérable, et juste pour rappeler qu'on a le droit, en fait, d'être vulnérable quand on est humain et que c'est juste ce qui nous définit aussi, quoi. Nous, en tout cas, on est très contents d'avoir rencontré la vraie Angèle. Merci. Merci beaucoup. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.